Eh bien voilà, il est à peu près 10 heures. Bonjour à toutes et tous. Nous voilà de retour pour un nouveau webinaire consacré au marché de l'énergie. Merci de nous avoir rejoints ce matin à cette occasion. Alors, nous vous avons laissé à la fin du mois de juin dernier, en pleine guerre commerciale entre les États-Unis et je dirais le reste du monde, avec une croissance qui en conséquence était un peu en baisse, une inflation qui n'était pas encore totalement impactée par la guerre commerciale. Et par les prix taxés, en effet. Un pétrole qui était à l'époque en baisse, on va voir aujourd'hui qu'il est probablement redevenu un driver super important dans ces marchés énergétiques. Des stocks de gaz qui étaient inférieurs à ceux de l'année passée, de l'année précédente, et qu'il allait être très important de rétablir avant que la période de chauffe qui s'annonce maintenant ait démarré en tout cas. Et au niveau ELEC, on avait un retour beau fixe de la production nucléaire française, bien qu'il y avait un peu de corrosion sur l'un ou l'autre réacteur, et puis un coût de la tonne de CO2 qui était relativement stable. Donc nous allons voir ce matin où en sont ces différents marchés. Et pour ce faire, ben, vous entendrez les commentaires avisés de nos trois experts marchés. Donc, tout d'abord, je passerai la parole à Olivier Gasnier, qui commentera la macroéconomie et les marchés, le marché du pétrole. Il passera ensuite la parole à Cédric Vancailly, qui pour sa part commentera le marché du gaz et celui du charbon. Et enfin, Luc Truffier, lui, commentera le marché du CO2 et le marché de l'électricité. Donc, avant de passer la parole à Olivier pour la première intervention, laissez-moi vous rappeler que vous avez un box Q&A en haut de votre écran qui vous permet de nous poser vos questions en cours de webinaire. On rassemblera les questions par thème et on y répondra en fin d'exercice. Voilà, bonjour Olivier, Cédric et Luc. Eh bien, je donne immédiatement la parole à Olivier pour le premier chapitre. Oui, merci Christophe. Alors, mais écoutez, on va démarrer tout de suite. On n'a pas beaucoup de temps. On essaye de vous donner un maximum d'informations, comme d'habitude. Un petit point sur l'activité. Je trouve que finalement, cette année, on parle beaucoup de politique, beaucoup moins d'économie, que ce soit ici dans notre pays ou plus généralement, du fait de l'activisme forcené de Trump sur les réseaux sociaux et des multiples rebondissements de la politique américaine. Ce qu'on a constaté au premier semestre, finalement, c'est des évolutions assez disparates des PIB quand on compare d'une zone à l'autre, mais au total, finalement, sur l'ensemble du semestre, quelque chose qui est peut-être plus homogène qu'avant. Alors, vous voyez le graphique de gauche, on avait les évolutions par trimestre jusqu'au deuxième trimestre de cette année, donc les quatre derniers. Et puis, la moyenne avec la croix, en fait, c'est le niveau moyen de la croissance au second semestre 2024. Et le petit triangle vous montre le niveau moyen de la croissance au premier semestre 2025. Donc, on voit qu'en fait, le jeu des stocks a considérablement bouleversé le cheminement de l'activité au cours du premier semestre du fait de la mise en place des tarifs douaniers, puisqu'évidemment, il y a eu précipitation au premier trimestre pour échapper aux tarifs douaniers, par exemple, et donc énorme augmentation des importations aux États-Unis, ce qui a plombé le PIB avant un rebond assez fort au deuxième trimestre. On a vu un peu le même type de phénomène, des allers-retours comme ça en fait au Japon, la zone euro avec un phénomène un peu inverse. Et au total, on voit que les performances de croissance étaient relativement homogènes, je vous le disais, entre les États-Unis, le Japon, l'Europe, tout ça un peu dans les mêmes zones. Évidemment, la croissance chinoise toujours plus forte, mais qui a plutôt tendanciellement une orientation à la baisse. Et un petit focus sur ce qui s'est passé en Europe. Bon, là, on voit qu'aussi,
il n'y a pas une grande homogénéité par trimestre, avec notamment l'Allemagne qui a des évolutions qui sont souvent un peu à contre-courant. Et on a vu que, par exemple, au deuxième trimestre, le PIB allemand a rechuté, notamment du fait des exportations d'automobiles. Alors, je vous ai indiqué la petite nouveauté, l'évolution du PIB belge. On voit qu'il est assez proche finalement de la moyenne européenne, avec une croissance qui flirte avec les 1%, disons, en rythme annuel. Surperformance toujours de l'Espagne, qu'on peut constater trimestre après trimestre. Voilà. Donc, petit panorama donc, sur l'activité, je vous disais, mais qui finalement, donc, on s'occupe un peu moins parce qu'on regarde beaucoup ce qui se passe sur le plan politique. Alors, le plan politique, on a vu que, évidemment, on parle moins de la guerre commerciale depuis quelques semaines, puisqu'il y a eu des décisions, de nouvelles décisions qui ont été prises au tout début du mois d'août pour fixer, finalement, après la période de négociation, le niveau des tarifs douaniers pour les produits entrant aux États-Unis. Alors, il y a encore la négociation avec la Chine qui est en cours, qui dure jusqu'au 10 novembre. Et on voit alors, deux choses, c'est que d'une part, tout le monde a l'air de se satisfaire finalement du fait que au moins l'incertitude a disparu. Mais quand on compare par rapport à la situation initiale, en début d'année, on voit que le niveau moyen des tarifs douaniers aux États-Unis a quand même progressé de à peu près 15 points. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on voit en fait, j'ai mis, alors c'est un peu petit, hein, mais on voit quand même la comparaison en fait entre ce qui avait été annoncé au début avril et finalement, quel est le niveau des tarifs douaniers annoncés début août? Alors, il n'y a pas tous les pays, hein, c'est pas du tout une liste exhaustive, c'est un peu pris un peu de tous les exemples. On voit qu'en général, quand même, il y a plutôt eu une baisse sur pas mal de pays, notamment des petits pays, et que bien souvent, quand vous avez une hausse forte, comme pour le Brésil, comme pour l'Inde, par exemple, avec des tarifs complètement exorbitants à 50%, c'est essentiellement pour des raisons politiques. Donc ça, à mon avis, c'est un point important parce que on se satisfait par exemple du fait que pour l'Union européenne, on va être à 15%. Moi, je pense que c'est loin d'être la fin de l'histoire. C'est-à-dire que Trump a vu clairement que ça marchait. Tout le monde finalement a fini par céder, a fini par essayer de conclure des accords. Et je pense que moindre signe de tension, on l'a par exemple sur le fait que les GAFAM sont taxés en Europe. On aura de nouvelles menaces, de nouvelles sources de tension, peut-être de nouvelles hausses de tarifs même. L'histoire est loin d'être terminée. Alors, j'essayais juste de passer le slide et ça ne fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Une des questions importantes finalement avec l'instauration de ces tarifs douaniers, c'est la résistance de l'économie américaine, puisque finalement on a effectivement un impact sur les exportations des pays aux États-Unis, mais on a surtout un gros choc de hausse de prix potentiel aux États-Unis. Donc, comment va l'économie américaine? Alors, ce qu'on a constaté, le marché s'est beaucoup focalisé sur le très très fort ralentissement des créations d'emplois récemment. Et alors, il y a eu plus que ça, c'est-à-dire que vous voyez la courbe en fait sur le graphique de gauche qui ralentit qui baisse très nettement donc sur les derniers mois avec des créations d'emplois qui avoisinent 25-30 000. Mais il y a surtout en plus une énorme révision à la baisse. Alors, on n'a pas encore le détail par mensuel, mais je vous ai mis la moyenne en fait sur les 12 mois qui couraient jusqu'en mars. Et donc, ça semble suggérer que le marché de l'emploi américain était déjà beaucoup moins solide que ce qu'on pensait auparavant. Donc ça, c'est d'un côté ce qu'on constate, avec quand même une forte suspicion que dans ce ralentissement de création d'emplois, il y a quand même une composante offre, c'est-à-dire le fait qu'il y a un ralentissement démographique, mais surtout, il y a la lutte contre l'immigration qui fait que les enquêtes en sont affectées. Alors, il y a à la fois moins probablement de travailleurs immigrés, mais en plus, les gens veulent plus répondre aux enquêtes parce qu'ils ont peur de se faire expulser, etc. Ça, c'est une première partie. Donc là, on s'est beaucoup focalisé là-dessus, notamment pour les questions de politique monétaire. Je vais juste en reparler après. Mais quand vous regardez en fait les autres chiffres,
en général, ça va plutôt bien, sauf dans l'immobilier où là, il y a véritablement un retournement à la baisse. Mais sinon, il n'y a pas un impact énorme pour l'instant de cette guerre commerciale sur l'activité aux États-Unis. Et vous regardez par exemple avec les chiffres qu'on a, je vous ai déjà montré qu'il y a eu un rebond assez fort de la croissance au deuxième trimestre, mais le troisième trimestre serait encore tout à fait solide selon les estimations que fait la Fed d'Atlanta. Par exemple, on serait à près de 3,5% de croissance en rythme annualisé. Alors, je vais passer au slide suivant. C'est pas la main, là, c'est très énervant. Qu'est-ce qui se passe en matière d'inflation? En fait, ce qu'on voit, c'est que on a en gros une stabilisation, hein. C'est ce qu'on observe un peu partout, voire même des signes quand même de remontée, comme on peut le voir par exemple au Royaume-Uni, sur le graphique de gauche en violet, aux États-Unis également, un peu. Il y a guère finalement que la Chine qui lutte contre la déflation et la zone euro où on est revenu à peu près dans les clous autour de 2%. Même le Japon maintenant a une inflation qui est plutôt excessive. Quand on regarde l'inflation hors énergie et alimentation, donc ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, on a un peu les mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'on a une stabilisation, mais une stabilisation à des niveaux bien plus élevés qu'avant, plutôt autour de 3% pour les États-Unis ou le Royaume-Uni ou le Japon que 2% comme la zone euro. Et quand on regarde les anticipations d'inflation aux États-Unis, évidemment, du fait de l'augmentation des tarifs, là, on voit qu'elles sont très, très anormalement élevées par rapport à la situation précédente. Donc, l'inflation est plus le problème central, je dirais, mais ça reste quand même quelque chose qui est clairement anormal par rapport à la situation précédente. Alors la réponse est non, je ne peux pas. Voilà. Euh, donc, conséquences en termes de politique monétaire. Donc, on avait une réunion de la Fed hier soir. Vous avez vu que la Fed a baissé ses taux de 25 points de base. Elle n'avait pas baissé ses taux depuis la fin de l'année dernière. Euh, Peu de réaction des marchés. Moi, je pense que ce qui était finalement le plus important dans cette réunion de la Fed, c'est le fait que finalement Trump, qui pensait prendre le contrôle de... Alors, je ne vais pas rentrer dans ces considérations précisément, parce que là, on n'aurait vraiment pas le temps, mais en gros, il essaye de prendre le contrôle de la Fed, hein, parce que il veut absolument faire baisser les taux très fortement, à la fois pour relancer le marché immobilier, mais surtout pour financer un budget qui est en dérapage total par rapport, enfin, après le vote du budget qui est intervenu à la fin du mois de juin. Pour essayer de se refinancer à bas coût, etc. Et pour l'instant, en fait, il échoue finalement. Donc, il essaye de nommer des personnes qui lui sont totalement inféodées, comme son conseiller économique Miran, qui a déjà inspiré la politique de tarifs douaniers, qui vient d'être nommé à la Fed, qui lui veut baisser les taux de façon très agressive, mais qui s'est retrouvé complètement isolé, y compris par rapport à ceux qui avaient déjà nommé Trump, sur lesquels il comptait. C'est-à-dire que la Fed a à la fois baissé ses taux répondant aux desiderata de Trump, mais seulement de 25 points de base, et réaffirmer quand même son indépendance. C'est un point quand même très important. Et on voit que les anticipations de marché, elles n'ont pas trop bougé là, finalement, par rapport à avant cette réunion. Les marchés attendent toujours des baisses. Mais voilà, on voit quand même que la Fed réaffirme son indépendance, que la question inflationniste n'est pas complètement enterrée, qu'il peut y avoir encore des mauvaises surprises. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? C'est parce que, en fait, on a vu que par exemple sur les marchés obligataires, il y a une tendance quand même à la hausse plutôt avec l'inflation qui est plus élevée et les déficits qui continuent de déraper. Ça, c'est un premier point. Et on voit qu'on a une évolution inverse finalement si vous regardez l'évolution des taux des États-Unis qui baissent tout seuls. Et le problème, c'est que ça drive un peu l'ensemble des marchés. Alors, si on peut passer au slide suivant, merci. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un optimisme forcené en fait sur tous les marchés, et le marché action. Euh, Optimisme partout, hein, et quand on l'a vu aussi sur si vous voulez, quand il y a eu des événements politiques quand même gravissimes ces derniers temps. Ah, pardon, je fais une petite pause parce que, comme beaucoup de monde, j'ai eu le rhume et c'est un peu difficile. Voilà, je suis désolé. Je reprends. Donc, je disais en fait, l'appétit pour le risque est vraiment extrêmement fort et vraiment.
je crois vraiment soutenu par cette perspective que les taux de la Fed vont baisser très fortement. Et que voilà. Donc ça, c'est un point à avoir en tête parce que si ça se passe pas comme prévu, ça peut être doublement inquiétant, notamment pour les marchés actions. Il y a un autre point sur lequel on peut dire un mot aussi, c'est la crise politique en France pour l'Europe, c'est-à-dire que vous avez quand même également une situation politique qui est quand même assez inquiétante, une dérive des finances publiques, et donc le fait que, pour l'instant, je pense que ça a été un petit peu, disons, épargné par le fait que le climat global est plutôt en faveur du risque, et que voilà, ça a permis finalement que la crise ne dégénère pas à ce stade. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout là, c'est un peu difficile au niveau de la voix. Euh, Quand vous regardez en fait un dernier point en fait sur la situation macroéconomique, euh, pardon, c'est la situation du dollar. En fait, ce qu'on voit, c'est que le dollar s'est considérablement affaibli. Euh, alors, on a beaucoup analysé ça comme le reflet finalement de doutes sur la politique de Trump, sur finalement la dérive quand même assez autoritaire, enfin vraiment des doutes sur finalement l'investissement en général aux États-Unis. En fait, ce qu'on constate, il y a des études qui sortent maintenant, c'est que les étrangers ont continué d'investir aux États-Unis, mais se sont en fait complètement couverts. En fait, le risque États-Unis, si vous voulez, en fait, les gens veulent profiter, si vous voulez, par exemple, de l'investissement dans les sociétés intelligence artificielle, mais vont se couvrir sur le dollar. Et c'est ce qu'on voit en fait sur ce graphique. Et maintenant, avec les perspectives de taux, en fait, on voit que bah, de toute façon, l'écart de taux se rapproche de cette dérive je suis vraiment désolé, de cette dérive de l'euro-dollar. Et a priori, il n'y a pas vraiment de perspective de rebond de la monnaie américaine, compte tenu de l'évolution de la situation politique et économique à la fois. Voilà. Alors, on va dire un mot quand même du pétrole, je vais essayer. Euh, voilà. L'évolution du prix du pétrole, en fait, finalement, on constate que c'est assez stable depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que vous avez un pétrole qui est entre 65 et 70 dollars le baril et que ça bouge pas beaucoup. Alors, ce que je propose peut-être là, c'est que je vais marquer une pause parce que je vois que je ne vais pas pouvoir continuer. Je propose qu'on passe au gaz pour Cédric. Je vais essayer de récupérer ma voix et je vais vous reparler un petit peu du pétrole après. Ça vous dérange pas? Oui, sans problème. Merci. Prends une bonne pause. Je vais partager mon écran entre-temps. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon écran, en effet. En fait, la partie géopolitique d'Olivier est très importante parce que le point bas qu'on a connu cet été, autour du 15 août, c'était la réunion, la fameuse réunion en Alaska avec Trump et Poutine. Et puis, on a eu, ça c'était le vendredi 14, et puis on a eu le lundi après les représentants européens qui sont venus à Washington pour discuter de la suite. Il y avait un engouement, il y avait un enthousiasme, peut-être la fin de la guerre, etc. Depuis lors, il n'y a pas eu d'amélioration. Il y a eu des attaques de drones sur l'infrastructure russe et aussi sur l'infrastructure ukrainienne. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment significatif, la partie géopolitique, et qui a au fait incité, comme on l'avait prévu, que le point bas se fasse pour le gaz au mois d'août. Le prix après, il n'a pas tellement monté malgré la maintenance norvégienne. Et ça, je vais vous expliquer la dynamique. On a été face à une dynamique assez surprenante, je pourrais dire, dans le marché du gaz.
Et je crois que c'était les derniers mots d'Olivier qui parlait des investisseurs en intelligence artificielle, etc. Disons, les fonds d'investissement ont un rôle très important. Donc, je vais revenir sur ce que je disais au niveau de la maintenance norvégienne. On est en pleine maintenance norvégienne, on est à la fin néanmoins, et la plupart du temps, c'est resté sous contrôle par rapport à l'année passée où ils sont allés plus profondément dans la maintenance, ils découvraient des problèmes et ils ont été davantage dans cette maintenance. Cette année, ça reste plus ou moins sous contrôle, ce qui rassure les marchés naturellement. Mais comme chaque année, il faut faire bien attention du retour de la Norvège. C'est pas qu'un bouton à pousser naturellement. Et j'ai mis l'année passée, ça a pris son temps, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu qu'ils reviennent le 1er octobre. L'année d'avant, ici en rouge aussi, c'était assez impressionnant la maintenance à ce moment-là. Et puis 2022, ça allait, mais ils ont pris du temps. Tout ça pour vous inciter peut-être à tenir compte de la Norvège dans votre stratégie d'achat qui, la plupart du temps, veut clôturer les budgets pour 2026, qui a déjà été couvert pour une grosse partie. Ça peut être le cas aujourd'hui aussi, vu que les prix, comme je vous ai montré, sont pas mal. Il ne faut pas espérer que ça décroche tout à fait, qu'on ait des opportunités extraordinaires dans un contexte qui est quand même tendu au point de vue géopolitique ukrainien, russe ou mondialisé finalement. Donc on a cette histoire de la Norvège en parallèle et son retour en parallèle avec nos niveaux de stock. Nos niveaux de stock, ils sont moins élevés, ça a été introduit par Christophe, que les 2 années précédentes et on a même décroché du niveau de 2022. Donc on est vraiment pas super confortable. Il y a une règle qui s'est instaurée déjà depuis quelques années, mais qui a changé au mois de juillet à partir de la Commission européenne, qui a une espèce de guideline qu'il faut atterrir par pays ou au niveau européen à 90% entre octobre et décembre au niveau stock. On pourrait dire ça va peut-être aller, mais je dois quand même vous amener un pays qui est très important, c'est les Pays-Bas, qui est une plaque tournante du gaz avec la référence TTF. Et là, ils n'ont pas encore 70% de stock. C'est dû au fait qu'ils ont perdu en octobre 2023 une source de gaz qui est dans le nord, à Groningen, qui était une des sources de gaz les plus importantes en Europe à cause des tremblements de terre, etc. Ils ont arrêté la production. Donc la dynamique depuis lors est moins évidente d'amener du gaz en stock, d'être dépendant de l'LNG, de l'international. Aussi, le fait que le prix pour l'hiver est peut-être pas assez élevé, que ça vaut peut-être pas économiquement la peine de mettre du gaz en stock en l'achetant sur le spot et plus tard potentiellement avoir un gain sur le prix hiver. Tout ça, c'est l'économie de tout ce qui se passe dans le stock. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment de contraintes, de pénalités, d'amendes si un pays ne suit pas ces niveaux de 90% de stock. Il y a une espèce de pacte de solidarité, typiquement dans la Commission européenne, qui va commencer à inciter à amener du gaz vers les Pays-Bas. Et ça, c'est le marché. Ça, c'est les flux. Si le prix est plus haut pour le TTF par rapport au reste, ben, ça ira via Rotterdam ou les pipelines aussi. Donc, il faut voir cette dynamique qui peut se mettre en place. C'est pas discuté. Il y a beaucoup de points que je vous annonce ici qui sont pas discutés par Reuters, Montel, Bloomberg. C'est des choses qu'il faut investiguer soi-même, qu'on essaye de vous apprendre, façon de parler, pour que vous regardiez ça et faites votre réflexion vous-même. La même chose, c'est tout ce qui est le marché, le côté spéculatif du marché.
Là, on est face à une nouveauté, si je peux dire. Donc, si vous êtes déjà depuis 15 ans dans le marché, vous n'en parliez pas du niveau spéculatif qu'on peut retrouver pour le TTF comme indice européen, naturellement. Ils ont énormément acheté au cours de l'année, les fonds, selon leur stratégie. On peut en discuter, mais ce n'est pas évident. Et puis, ils ont commencé à vendre. Et pas seulement dans le marché du gaz, le charbon aussi, et je crois que Olivier peut confirmer dans le pétrole. Ils ont énormément vendu parce qu'ils avaient 200 téras de position, c'est l'équivalent de la demande gazière hollandaise, et ils ont vendu. Est-ce qu'ils voulaient des fonds pour acheter des actions dans l'intelligence artificielle? Est-ce que l'action d'Oracle peut monter de 50% quand ils ont ces fonds? Ça, c'est de la spéculation sur les spéculateurs. Ça devient compliqué. Mais il est un fait que pendant qu'on avait cette maintenance norvégienne, qui aurait dû faire monter les prix, les spéculateurs ont vendu. Ce qui a mitigé la hausse à l'avantage de l'acheteur. Cette fois-ci, pour une fois, on a eu des prix qui ont pas tellement monté après le 15 août finalement, et encore toujours, vu qu'on est dans une situation assez clémente au point de vue météo, dernièrement tout ce qui est renouvelable, etc., mais dans un contexte où la demande reste faible, industrielle, résidentielle, et puis c'est surtout tout ce qui est en fonction de la production nucléaire que Luc va vous présenter, etc. Donc ça, c'est le contexte. Et c'est assez intéressant d'acheter en ce moment au point de vue stratégie. On ne sait pas ce qui est devant nous pour préparer l'hiver, si l'hiver va être plus froid, etc. À première vue, pas encore. Donc voilà, je regarde, je vais finir et je regarde mon résumé où j'ai encore des points, néanmoins des nouveaux points à vous annoncer, mais comme ça donne le temps à mes collègues. Donc on a parlé, la Norvège, les flux sont très importants, ils sont en maintenance, mais ils doivent revenir début octobre. Et ça, c'est toujours un point assez difficile. Les spéculateurs ont joué un rôle important pour compenser cette situation. On a eu pas mal de gaz LNG venant des États-Unis. Cette année, c'est aussi à cause de ça que les spéculateurs ont vendu. Parce qu'ils voient leur propre marché, les spéculateurs sont anglo-saxons, New York, Londres, et ils ont vendu en fonction de leur propre marché qui se comporte bien. Il y a suffisamment de stock aux États-Unis. Ils ont passé l'été assez facilement. Il n'y a pas eu trop de chaleur, enfin, etc. L'infrastructure est restée assez bonne. Elle n'a pas été touchée. Donc, tout va bien au niveau du marché gaz américain, et ils extrapolent la logique plus ou moins sur ce qu'ils pensent que l'Europe devrait faire, et ils vendent, et l'LNG va continuer à bien marcher. La concurrence avec l'Asie est présente, mais eux, ils ont un nouveau phénomène, surtout pour la Chine, dont on sent que ça commence à jouer aussi dans les prix assez mitigés. C'est le Arctic LNG 2 qui a commencé son train d'LNG, comme on peut dire, qui peut à terme atteindre 27 milliards de mètres cubes par an. Et puis, il y a déjà le Siberian Pipeline en gaz qui fait 38 milliards de mètres cubes déjà. Ça, c'est le 1. Et puis, il y a le deuxième qui va venir en 2030, qui rajoutera 50 milliards de mètres cubes. En tout, c'est 456 milliards de mètres cubes par an, équivalent à l'Europe avec l'Angleterre inclus, et la Russie qui exporte. Donc tout ça, ça fait un quart de la demande chinoise. Nous, on a eu 40% avant la crise venant de la Russie. Donc vous voyez ce qui se passe. On a un changement de flux qui au fait inquiète quand même la communauté internationale, vu l'exportation russe aussi, que ce soit en pétrole, etc. Mais quand même, ça relâche un peu les marchés, si on peut dire. J'ai parlé de la demande industrielle qui est très faible. C'est pas qu'on est dans un boom économique non plus. Et ça bouge assez fortement, le gaz, spot, etc., en fonction de la génération d'électricité, comme vous allez le voir avec Luc. Les niveaux de stock, ils sont pas extrêmement convaincant, et avec les Pays-Bas, on est certainement en train d'avoir un retard
Donc voilà, je redonne la main à mes collègues qu'ils aient le temps de bien présenter les autres éléments. Merci Cédric, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous ce matin. Alors nous allons commencer par un petit point sur le carbone et on passera ensuite sur le power. Alors concernant l'évolution du prix du carbone, il y a eu des développements intéressants ces dernières semaines, mais c'est à mettre en perspective avec ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire très peu de développement finalement. On peut voir ce graphique à gauche. Une volatilité assez compressée sur le prix du carbone et un trading en range parce qu'on n'a pas eu de driver clair au niveau du prix du carbone depuis, on va dire, fin mai, à part les tensions au Moyen-Orient qui ont pu supporter le prix un peu sur le court terme mi-juin, mais c'est à peu près tout. Par contre, ce qu'on observe, c'est que au cours de ces dernières semaines, 2, 3 dernières semaines, on a une forte augmentation du prix du carbone qui dépasse largement les 70 euros par tonne pour une, une série de raisons. On peut notamment citer une période de faible production éolienne au début du mois de septembre, mais aussi, par exemple, que la fin de la période de compliance est établie au 30 septembre. Donc en fait, les acheteurs qui doivent encore couvrir leurs émissions de 2024 ont jusqu'au 30 septembre pour acheter les contrats sur le marché. Et donc on peut penser que certains sont en retard et se ruent un peu sur les prix, enfin sur le marché pour cet aspect de compliance. Surtout que cette année, on a de nouveaux entrants, le secteur du maritime, qui doivent couvrir 2 tiers de leurs émissions de l'année passée. Ça peut ajouter un peu d'huile sur le feu. Concernant la spéculation en fait sur ce marché, c'est un marché avec beaucoup d'acteurs financiers. Eh bien en fait, elle atteint de nouveaux records sur l'année. Le graphique n'est pas tout à fait à jour, il manque les données d'hier, mais ce qui a été publié montre que en fait la position nette des acteurs spéculateurs est à un niveau équivalent de ce on pouvait observer en août 2021, donc un record de 4 ans, qui montre vraiment qu'ils sont prêts à faire un pari à la hausse sur le carbone, puisque je vais y venir dans un instant, mais on a une configuration de marché euh, qui laisse penser qu'on va avoir des prix plus élevés dans le futur. Sur le court terme, ces développements prix du carbone sont assez intéressants puisque historiquement, c'est assez corrélé au prix du gaz. Mais dans l'été, c'est ce manque de drivers en fait, fondamentaux, c'est reflété avec la perte de la corrélation avec le gaz, ce qu'on peut voir à gauche où la corrélation s'est complètement effondrée, voire même s'est inversée par moment. Autre driver qui peut expliquer aussi le fait qu'on n'ait pas eu, comme sur le gaz en tout cas, de déclin du prix, c'est finalement la perspective du secteur industriel qui est relativement en fait correcte en Europe, avec une production qui se maintient et se rétablit petit à petit. Et ici, on présente les Manufacturing PMIs, qui sont un indicateur avancé de confiance en fait du secteur industriel, des acheteurs en fait du secteur industriel, et souvent qui est assez bien corrélé à la production future. Et on voit qu'ils sont récemment en fait repassés au-dessus de 50, qui indique une phase plus d'expansion de ce secteur. Et donc, on est en mesure de penser qu'il y aurait plus de demandes de ce secteur en carbone dans le futur. Enfin, dernier point sur le carbone. Structurellement, c'est un marché qui, enfin, d'un point de vue historique, était assez long. Donc, on avait plus d'offres que de demandes. Mais ça va s'inverser assez fortement en 2026, où du fait de plusieurs mécanismes, la réduction du cap d'émission, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de volume aux enchères sur le marché, euh,
plus de volume retiré de la MSR qui permet de stabiliser le marché pour éviter les phases de trop grande oversupply ou undersupply. On va avoir un marché qui va se tendre. Ça, on en est quasiment sûr. Et c'est ce que les acteurs spéculateurs peuvent anticiper et peuvent déjà se positionner sur le marché. Globalement, en termes de price outlook, on a cette vue un peu plus bullish sur le carbone. Après, ça va être une question de timing. Quand est-ce qu'on va avoir vraiment le décrochage à la hausse sur le prix du carbone? Est-ce que finalement, à la fin du mois de septembre, après la période de compliance, on va pas avoir une légère stabilisation et quelque chose qui repart plus fort quand la saison de chauffe démarre vraiment cet hiver? À voir. Mais structurellement, c'est plutôt un marché qui est positionné pour grimper. Voilà pour le carbone. Euh, on va passer sur le power avec, comme d'habitude, la vue fondamentale. Premièrement, il faut qu'on parle de demande parce que on produit de l'énergie pour répondre à une demande. Euh, et il y a eu des développements assez intéressants cet été enfin, qui contrastent avec ce qu'on pouvait voir au début de l'année. On était dans une situation à fin juin où on avait quand même des signes avant-coureurs dans une forme de rebond de demande, on va dire. Mais ça s'est absolument pas matérialisé sur la suite de l'été, avec finalement une demande qui s'est complètement effondrée. Euh, Par certains, on peut l'expliquer de manière partielle du fait de la météo. Euh, En juillet, on a eu une météo particulièrement morose sur l'Europe du Nord-Ouest, avec pas mal de pluie, je vais y revenir également, mais assez peu de soleil finalement, ce qui est inhabituel pour cette période. Et en août, une situation où on n'a pas eu vraiment de vague de chaleur, euh, et pas vraiment non plus de phase très froide également. Donc assez neutre, avec une activité réduite forcément, puisque en août, c'est le pic en fait des vacances d'été, autour du 15 août. Donc ouais, pas de grand développement côté demande. Finalement, si on fait un zoom sur la Belgique, on est plutôt en baisse sur l'année, sur la période janvier-août. Donc pas vraiment porteur pour la suite. En tout cas, on voit pas de signes structurels de rebond de la demande pour le moment. Côté supply, un premier arrêt sur la production renouvelable, euh, si on regarde premièrement du côté du vent, très peu de production au début de l'année. On peut le voir ici en rouge, bien plus bas que l'historique observé. Situation qui s'est inversée dès juin, avec une production assez impressionnante, certes concentrée sur certaines périodes avec des événements, des pics de vent assez forts, mais on peut dire que la production éolienne s'est rétablie. Du côté du solaire, on a toujours cette croissance assez impressionnante d'année en année, qui est très largement explicable par les hausses des capacités installées. Le solaire est extrêmement peu cher, enfin une énergie très peu chère à installer. Aussi du fait de développement géopolitique, on a la Chine qui produit une énorme quantité de modules solaires à très bas coût et qui permet un peu d'inonder le marché, même en Europe. Donc c'est une source d'énergie bon marché, dont le business case se réduit de jour en jour avec des capture price qui se réduisent. Mais toujours est-il qu'on en produise toujours plus en Europe de l'Ouest. On peut voir quand même une petite sous-performance en juillet, disons, en partie dû à des conditions météo un peu moins clémentes pour cette production solaire ce mois-ci. Et finalement, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est la production nucléaire en France, qui donne un peu le là sur la santé du système électrique en Europe de l'Ouest. Autant le dire simplement, on a une situation où on a eu très peu de demandes cet été, mais la production nucléaire a augmenté d'année en année. Donc finalement, le marché est de plus en plus long
en France en tout cas. Et c'est tout bonnement exceptionnel. Et EDF a des targets de production qu'ils veulent respecter. Mais cette production, enfin, cette production nucléaire est assez exceptionnelle. Et on a eu des périodes de curtailment liées aux conditions environnementales. Par exemple, quand les températures des rivières sont trop élevées, on a une obligation d'arrêter les centrales pour préserver l'environnement. Quand on a des méduses qui se déposent dans les filtres de pompes à eau des centrales qui sont en bord de mer, on a des centrales qui doivent s'arrêter. Mais finalement, l'impact sur le marché a été très négligeable de ce point de vue-là, du fait qu'on ait un marché très largement long en France, en tout cas. Si on regarde maintenant l'impact sur les prix, finalement, l'hiver dernier, on avait, je l'ai dit, très peu de vent, avec des prix assez tendus au début de l'année. La situation s'est rapidement inversée au printemps avec une très forte production solaire, avec des conditions assez clémentes pour cela. Et cet été, une situation où on a eu des prix relativement stables, avec sans, on va dire, très grande volatilité, à part fin juin, durant le pic de chaleur qui a poussé la demande assez haut en France, notamment en Espagne, Italie, pas tellement en fait en Belgique, Allemagne, et un gros pic de vent début août qui a poussé les prix à la baisse. Mais finalement, d'un été à l'autre, si on compare 2025 à 2024, on peut voir qu'en Belgique, en tout cas, les prix sont relativement stables. On a perdu à peu près 1 euro, voilà, 1,10 €. Donc pas de développement majeur au niveau des prix spot, qui sont toujours très saisonniers et volatiles. Je trouvais intéressant quand même d'appuyer cette partie sur le solaire par une des conséquences qui est la croissance des heures, enfin, du nombre d'heures de prix négatifs. Cette année 2025 n'échappe pas à la règle des années précédentes. On est sur des nouveaux records depuis le printemps, avec toutefois cette stabilisation qui est assez intéressante en juillet du fait en fait, de cette sous-performance du solaire. Donc le système électrique était moins souvent en suroffre, et donc cela a été reflété dans les prix avec un moins grand nombre d'heures à prix négatif. Toutefois, ça a repris en août. On a eu moins de demandes, plus de production, et début septembre avec des événements, ce début de semaine d'ailleurs, avec un très fort pic de production éolien, et puis couplé avec du solaire, qui est toujours assez fort en septembre. Ça pousse le système en suroffre, et donc euh, un des symptômes, c'est les prix négatifs. Donc il y a un vrai signal pour plus de flexibilité sur le marché spot, en tout cas. Et dernier élément fondamental, qui est en fait la conséquence de cette production, enfin de la combinaison d'une faible demande, forte production et disponibilité du parc nucléaire, une plus grande capacité renouvelable installée, c'est les exports, ou ici les nets imports français, qui sont cette mi-septembre, euh, déjà plus élevés qu'en 2024, qui était déjà une année record en termes d'export. Et c'est vraiment un symptôme caractéristique d'un marché qui est long et en suroffre, du moins sur l'année en cours. Sur les années à venir, on va y revenir, mais ce sera assez différent sur la fin de la décennie, en tout cas. Maintenant, si on prend quelques instants pour regarder le forward, on s'était vu la dernière fois mi-juin, à une période où EDF a annoncé avoir trouvé des traces de corrosion sous contrainte sur une centrale à Civaux. Notamment, cet événement qui avait supporté les prix à court terme en France, plus que dans les autres pays, a
c'est largement effacé ou complètement effacé finalement au fil du début de l'été, puisque on n'a pas vu de retard sur le redémarrage de cette centrale. Les réparations sont faites sans encombre côté d'EDF, donc ce risque a été complètement éliminé. Plus globalement, les prix forward du power sont très fortement liés au prix du gaz et du carbone. Donc, on peut le voir ici sur l'air un peu grisé. Euh, Globalement, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas suivent les développements de cet indice, qui est en fait le coût marginal de centrale à gaz, puisque ce type de centrale est largement impliqué pour fixer le prix de l'électricité dans ces marchés-là. On peut voir également que c'est assez difficile à voir peut-être, mais l'écart entre des prix de ces pays s'est réduit au fil des mois, surtout comparé au printemps. Bon, certes, la Belgique a mis un plus gros discount par rapport aux autres marchés comparé au printemps où on a pu voir qu'elle bénéficie de plus forts exports français vers la Belgique et qui permettaient de comprimer ses prix plus fortement que l'Allemagne. Et dernier point sur le prix français, toujours cette tendance à la baisse qui continue avec des niveaux records à la baisse qui sont assez proches des coûts marginaux, on va dire long terme, du nucléaire qui est autour des 58, 59. Ça dépend des estimations. Dernière slide sur le power. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur le marché dans les mois à venir? Vraiment, on a toujours cet ancrage du gaz et du carbone qui va continuer de driver les développements à court terme euh, sur la courbe dans des pays comme l'Allemagne et ses proches voisins. En Belgique, on a des changements structurels et profonds du marché qui vont arriver. Avec la fermeture du nucléaire, on n'aura plus que 2 centrales sur le territoire belge. Et donc, 2 centrales qui seront en capacité de produire uniquement en hiver. C'est ce qu'on peut voir sur le graphique en bas à gauche, avec une disponibilité qui sera concentrée sur Q4 et Q3 de chaque année. Donc c'est logique puisque c'est les périodes où on a le plus de demandes, mais qu'est-ce qui se passera en été en Belgique? Peut-être plus de volatilité au niveau des prix, surtout dans des périodes de faible production éolienne et solaire. Donc on est en mesure d'avoir quelques doutes sur les développements du spot en Belgique à ces périodes-là. Mais après, globalement, cet hiver, enfin le début de l'hiver dans lequel on va bientôt rentrer, on, on est en mesure de s'attendre à avoir des productions solaires un peu plus soutenues que l'année passée, simplement en faisant l'hypothèse qu'on va avoir une sorte de normalisation de la production éolienne, l'année dernière étant globalement très peu, on a eu très peu de production éolienne. Dernier point sur la demande également, puisque je le disais en premier lieu, c'est une grosse partie de l'équation en fait du prix de l'électricité. Tant qu'on n'a pas de hausse structurelle de la demande, on va pouvoir avoir des prix qui restent contenus. Et on a des incertitudes quant aux perspectives de croissance du secteur électrique, puisqu'on n'a toujours pas de signe de rebond structurel. On a des data centers qui arrivent, plus de véhicules électriques, plus de pompes à chaleur, mais les signaux sont divers. Et puis, en termes de volume à court terme, c'est peut-être pas suffisant pour vraiment soutenir les prix. Voilà pour le power. Je repasse la main à Olivier qui est de retour. Écoutez, on va essayer d'aller au bout cette fois-ci. Je suis vraiment désolé. Je voudrais juste, parce que bon, ça s'est un peu terminé abruptement tout à l'heure, donc rappeler juste les 2 idées fondamentales en fait qui étaient liées en fait à l'évolution de la politique de la Fed. Je disais,
Il me semble que l'appétit pour le risque aujourd'hui sur les marchés en général est excessif. Et que donc, par exemple, dans le cas, par exemple, de la crise politique française, évidemment, absolument rien n'est réglé et que là, vous avez vraiment un gros risque que ça dégénère, hein, après la dégradation de Fitch, etc. Puisque la situation politique est complètement bloquée et que bon, on sait qu'il n'y aura pas de grosses décisions prises pour réduire les déficits. Deuxième chose, oui, le dollar va rester faible et effectivement, le dollar de toute façon, c'est une volonté de l'administration Trump de faire baisser le dollar. Donc, bon, là, tout en plus concourt dans ce sens-là, puisque la Fed va baisser ses taux alors que les autres l'ont déjà baissé. Et donc, l'écart de taux va se réduire. Il y a de gros doutes, disons, sur effectivement l'évolution de la politique américaine. Sur les investissements aux États-Unis, est-ce qu'on peut faire confiance finalement à cette administration? Est-ce que les engagements, est-ce que les conditions d'aujourd'hui seront celles de demain, etc. Donc c'est pour ça que je pense quand même que le dollar devrait rester faible, voire éventuellement s'affaiblir davantage. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai qu'il s'est quand même très très fortement affaibli en fait, depuis le début de l'année. On avait vu un embryon de rebond prendre part au mois de juillet qui a été complètement interrompu par la dégradation des chiffres de l'emploi qui ont ramené les baisses de taux sur le devant de la scène. Donc bon, moi je tends à penser plutôt que ça va rester relativement stable dans ces eaux-là, qu'il n'y aura pas de rebond en tout cas. Alors, le pétrole. Le pétrole, oui, je vous disais, en fait, on est relativement stable finalement depuis plusieurs mois sur les prix du Brent dans une fourchette là, avec, si on veut vraiment simplifier les choses, il nous reste assez peu de temps, c'est de dire finalement, vous avez des fondamentaux qui sont négatifs ou qui vont être de plus en plus négatifs pour les prix, c'est-à-dire perspective vraiment d'offre qui va être très très conséquente par rapport à l'évolution de la demande, et puis toujours des risques à court terme, essentiellement de nature géopolitique. euh, C'est-à-dire tout ce qui concerne évidemment la situation au Moyen-Orient qui est toujours explosive, et puis surtout les menaces de sanctions contre la Russie, etc. Donc voilà, donc, si on peut passer au slide suivant. En fait, vous avez d'un côté en plus, alors je pense en coordination avec les États-Unis, ça semble assez clair. L'OPEP+, guidé par l'Arabie Saoudite, hein, qui vraiment domine complètement ses partenaires, qui augmente sa production. Alors, ce qu'ils ont fait, en fait, au cours des 6 derniers mois, c'est d'augmenter la production de façon quand même assez forte. Ce qui était prévu au printemps sur une durée de 18 mois a été fait en 6 mois. Ils ont remis sur le marché quand même près de 2 millions et demi, enfin, en tout cas, proche de près de 2 millions de barils du jour. Donc ce qui est quand même assez considérable. On voit les évolutions de la production là, sur le graphique de droite. Alors, en fait, en fait, ce qui est représenté ici, c'est la variation par rapport à la situation de départ. En fait, en avril, vous avez d'une part en fait les plans d'augmentation de la production OPEP, donc en bleu, et vous avez en fait un programme de compensation en fait pour les pays qui ont dépassé leur quota en 2024, qui vient un peu en fait réduire finalement cette hausse, puis vous avez donc un effet net qui est prévisible. Euh, et puis, ce qui se passe effectivement en termes de production, donc qui est représenté en rouge. Alors, il y a eu deux choses intéressantes en fait. Donc, l'OPEP a annoncé en septembre finalement qu'ils allaient poursuivre leur hausse de production, malgré le fait qu'on s'attend à ce que justement il y a cette surproduction au niveau mondial. Mais en même temps, ils ont quand même, on voit qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi finalement, parce qu'on voit qu'ils ont modifié complètement leur plan sur les histoires de compensation des dépassements passés et que, en gros, et finalement, ils se gardent une espèce de buffer, de marge de manœuvre en fait, pour le début de l'année prochaine où on pense que là, c'est là que la surproduction sera la plus forte, en se disant à ce moment-là, on mettra le paquet sur les pays qui ont dépassé leur production pourront la réduire. Voilà. Mais en gros, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici quasiment en fait, enfin, d'ici un an, quoi, en gros, l'OPEP, plus si ça se passe comme c'est attendu, aura remis sur le marché près de 4 millions de barils.
Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc évidemment, c'est une stratégie de reconquête des parts de marché. Le pays qui a le plus de marge de manœuvre, le plus de capacité de production disponible, c'est l'Arabie Saoudite. On le voit bien sur le graphique de droite. Les Émirats arabes unis aussi, dans une moindre mesure. L'Iran, ils sont un peu hors jeu avec les sanctions. L'Irak, un peu. Et les autres, de toute façon, ils produisent du au maximum. Donc c'est l'Arabie Saoudite qui va finalement faire essentiellement la différence. Alors il y a la question après évidemment de la Russie. On peut passer au slide suivant. La question de la Russie, donc là c'est la question des sanctions. On voit que en fait pourquoi alors Trump est en train de jouer un jeu incroyable. En fait, il dit aux Européens, ouais, en fait, moi je veux bien sanctionner la Russie, mais si vous arrêtez d'acheter du pétrole. En fait, qui achète du pétrole au sein de l'Union européenne? C'est essentiellement les premiers supporters de Trump, c'est-à-dire la Slovaquie, la Hongrie, qui n'ont pas d'accès finalement, enfin qui sont enclavés, qui donc ont du pétrole russe qui arrive encore chez eux. Bon, il y a la question du gaz également, toujours, bien sûr. Et puis, alors les pays qui ont le plus bénéficié finalement des mesures d'embargo contre la Russie ou de sanctions contre la Russie, c'est en priorité l'Inde, la Chine, qui, on le voit sur le graphique, se sont mis tout d'un coup à acheter beaucoup de pétrole russe et puis dans une moindre mesure la Turquie. Alors, par exemple, c'était pas du tout innocent que Trump dise il faut que les pays de l'OTAN, sachant que la Turquie est incluse dans l'OTAN, arrêtent d'acheter du produit du pétrole et à ce moment-là, je mettrai les sanctions. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je ne crois pas beaucoup finalement qu'il y aura in fine des sanctions vraiment efficaces contre la Russie parce que les conditions mises par les US, par l'administration Trump pour que effectivement ils puissent vraiment appliquer de nouvelles sanctions sont pas vraiment tenables en fait par les Européens notamment, où il sait très bien que ça sera pas respecté. Alors après, vous avez vu il a mis des sanctions, il a mis des tarifs de 50% sur l'Inde, parce que l'Inde achète du pétrole russe. Mais pour l'instant, il n'a rien fait sur la Chine, parce qu'ils sont en négociation. Et quand on regarde en fait, si vous regardez en fait le delta, là vous avez l'impression que l'Inde c'est vraiment ce qui compte en priorité, mais en fait en volume acheté, la Chine est 3 fois, 4 fois plus supérieure à ce qu'achète l'Inde sur le marché. C'est vraiment la Chine en fait qui tient qui fait vraiment le marché. Et ce qu'on a constaté finalement, c'est que le marché est déjà en surplus depuis le début de l'année, mais ce qu'on a vu, c'est que les Chinois ont absorbé la quasi-totalité finalement de la hausse de la production OPEP, par exemple, parce qu'il y a une reconstitution des stocks qui est énorme. Donc on voit, par exemple, les importations de pétrole, voilà, elles sont sur une trajectoire vraiment très très ascendante cette année. On n'a pas de statistiques officielles, c'est ça le problème en fait, sur les statistiques chinoises de stock. On ne sait pas exactement où ils en sont, mais les estimations, c'est que les stocks sont à moitié remplis a priori, et que donc les Chinois pourraient continuer d'absorber une bonne partie en fait de la hausse de la production OPEP et probablement continuer d'acheter du pétrole à la Russie, à l'Iran, au Venezuela, tous les pays qui sont d'ailleurs sous sanctions. Si on peut passer au slide suivant. Donc, finalement, en fait, vous avez toujours cette perspective qu'on montre depuis des mois de marché très déséquilibré quand vous regardez l'offre par rapport à la demande. Vous voyez la ligne stock en fait qui montre que donc vous avez une accumulation des stocks parce que l'offre progresse plus vite que la demande, surtout si l'OPEP continue d'accélérer et continue de mettre du pétrole sur le marché et que la situation ne va faire que se détériorer. Enfin, en fait, la surproduction va faire qu'augmenter et qu'elle sera maximale normalement dès la fin de cette année et au premier semestre de l'année prochaine. Ouais, donc c'est un marché qui est très déséquilibré et donc les fondamentaux appellent à une baisse des prix très forte a priori. Mais vous avez toujours quand même cette incertitude à la fois sur la géopolitique, qu'est-ce qui peut se passer éventuellement, des sanctions, pas sanctions, des troubles graves sur les pays du Golfe avec Israël. Vous avez aussi cette interrogation sur la Chine. Combien va prendre la Chine? Est-ce que même si l'économie chinoise ralentit, ils vont pas continuer de gonfler les stocks de façon très très importante, etc. Donc ça devrait quand même limiter a priori la baisse des prix, mais on envisage quand même que le prix du Brent, par exemple, puisse passer sous les $60 le baril
disons, voilà, au tournant d'année, enfin, quand la situation, a priori, sera la plus déséquilibrée sur le marché, c'est un peu l'idée qu'on a en tête. Voilà, je réussis à aller Parfait. au bout avec ma voix. Je sais pas si Merci Christophe, tu pour, vas reprendre la... merci pour ton courage, Olivier. Alors, il est déjà 11 heures entre-temps, mais on a quand même reçu quelques questions un peu globales. Je vais quand même les poser. Je vais épargner Olivier. Il a fait assez d'efforts pour aujourd'hui. Peut-être à Cédric pour commencer, on croit quand même comprendre de ce qu'on a entendu que les prix ne vont pas baisser, en tout cas à court terme, hein. On est proche de l'hiver et des demandes pour le chauffage. Oui. La géopolitique est toujours assez tendue. Est-ce que tu confirmes qu'on ne doit pas s'attendre à de grosses baisses de prix, en tout cas à court terme? Non, pas de grosse baisse, pas des 10 euros, pas des 5 euros. Voilà quoi. Le moment où ça peut baisser, c'est quand il y a une structure qui va changer au point de vue approvisionnement LNG à partir de l'année prochaine, début 2027. Parce qu'il y a aussi une question, les prix à long terme, que ça soit par exemple 2028, 29, ils sont dans les vingtaines. S'il y a vraiment une énorme offre d'LNG et que la concurrence asiatique est moins forte à cause de la Russie qui exporte, qui sait que ça continuera comme ça, ben, ça peut descendre. Mais structurellement, il n'y a pas de changement. On est plus dans une situation de risque avant l'hiver. Des fois, si l'hiver est plutôt doux, on peut voir des opportunités de fin d'année. On a les soldes, façon de parler. Il ne faut pas l'exclure. On ne va jamais vous dire achetez à 100%, couvrez tout. Mais il y a des entreprises qui ont des budgets qui doivent être clôturés pour 2026, etc., hein. Il y a le processus habituel. Mais ne vous attendez pas à des très grandes opportunités. Ok, très bien. Donc par équité maintenant, Luc, donc j'imagine que tu confirmes par rapport à l'ELEC ce que Cédric vient de dire, hein, comme tu as dit que les drivers principaux de l'ELEC étaient le gaz et le CO2. D'une part. Et alors, on a une question intéressante, et je l'avais noté aussi, par rapport, on voit que la France est longue, hein, avec son nucléaire qui tourne bien. Qu'en est-il des exports français? Vers quel périmètre est-ce que ces volumes partent? Et puis, à parler aussi d'un changement vers la fin de la décennie. Donc ça, on aimerait un peu, moi j'aimerais comprendre d'où vient ce changement, et alors éventuellement aussi par rapport aux exportations françaises et leur périmètre. On a toujours en tête que les exportations vers la Belgique et l'Allemagne sont limitées en capacité. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a des modifications à ce niveau-là? Du point de vue des pays vers lesquels la France exporte, la Belgique et l'Allemagne ne sont pas les mieux servis, disons. C'est surtout vers le Royaume-Uni, l'Italie, la Suisse par moment. La Belgique a quand même beaucoup de capacités d'interconnexion avec la France. Donc, par moment, ça peut être assez intéressant. Mais en termes de volume quotidien, il y a quand même quelque chose à ne pas négliger, c'est qu'en fait, quand la Belgique elle-même est en suroffre, elle va avoir tendance à vouloir exporter. Ça peut en fait inverser le flux France-Belgique et mettre encore plus sous pression le système français également. C'est aussi ce qui peut se passer en Allemagne quand tout le monde de toute façon, est long, quand tous les pays européens sont longs. C'est vrai que j'ai oublié de le commenter. J'avais parlé d'un changement à la fin de la décennie. En fait, c'est plus pour expliquer la situation sur la courbe forward, où la France est en quasi contango, donc les prix à l'avant de la courbe sont plus bas qu'à l'arrière, alors que tous les autres pays, l'Allemagne et ses proches voisins, sont en backwardation. Euh, on a un système français qui est long sur le court terme. Flamanville 3 va démarrer cet hiver, normalement. On a un nouveau parc éolien offshore qui va démarrer à Yeux-Noirmoutier de 500 mégas. Donc c'est pas négligeable et toujours pas de signe de rebond euh, marqué de la demande, donc un système qui reste long. Ce qui pourrait changer après, c'est en 2028, de nouveaux interconnecteurs entre la France et l'Irlande, Celtic Link, et aussi entre la France et l'Espagne, Bay of Biscay, qui, à eux deux, vont augmenter la capacité d'export de près de 3, enfin, j'arrondis, mais à quasiment 3 gigawatts. Donc la situation, en fait, en rajoutant de la capacité d'export, on pourrait
réduire un peu plus la suroffre, enfin les déséquilibres internes du marché français. Et concernant les limitations aux exports, il y a toujours des contraintes internes dans le réseau. C'est un peu moins visible au mois d'août notamment. Mais par exemple, pour équilibrer le réseau sur l'été, RTE a contracté avec EDF que des centrales nucléaires soient forcées on va dire, de fonctionner malgré des contraintes environnementales qui étaient dépassées. C'est notamment le cas à Golfech, près de Toulouse. Et ce qui montre bien qu'il y a des disparités dans le réseau interne français, qui est un grand pays avec des capacités pas infinies dans les flux internes de ce réseau même. Parfait, Luc. Très clair pour moi, en tout cas. Je pense qu'on va clôturer là. Il est 11h05 entre-temps. Merci pour votre présence, pour vos questions. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes, une fois de plus. Vous recevrez dès demain son enregistrement. N'hésitez pas à le partager avec vos connaissances et vos collègues qui pourraient être intéressés par le sujet. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre page LinkedIn, hein. Vous avez le QR code là à l'écran. Donc, on anime cette page régulièrement par rapport à toutes les informations liées à ces marchés de l'énergie. Je vous remercie à nouveau pour votre présence. On se revoit encore probablement en fin d'année. Alors, ce sera encore défini probablement en décembre, hein, pour voir si en effet on a un petit creux là intéressant au niveau des marchés fin d'année. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt.